Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et c'est un philosophe qui parle de liberté, qui en parle longuement pour Notre vagabond de liberté à cheval sur les traces de Montaigne. Il l'a vraiment fait. Aux éditions de l'Observatoire, c'est Gaspard Koenig. Bonjour. Bonjour. Gaspard Koenig, alors d'abord, franchement, c'est un livre jouissif. Je le dis aux auditeurs du Sud Radio, c'est un livre jouissif parce que c'est un livre pas seulement de philosophe, c'est un livre de sensualisme, c'est un livre qui est dans la nature, qui parle de la nature, c'est pas quelque chose qui est dans le ciel des idées, c'est pas un livre de concept, c'est un livre vécu. Et alors, la première question que je vais vous poser, Gaspard Koenig, et c'était là, vous avez fait un livre d'ailleurs tout à fait remarquable, sur vos traversées des pays de la high-tech, de l'intelligence artificielle, vous êtes allé un peu dans le monde entier, c'était il y a 2 ans, je crois, ou 3 ans, enfin, un précédent livre. Et qu'est-ce qui vous a fait passer de l'intelligence artificielle à Montaigne? C'est-à-dire non pas retour dans le futur, avancer dans le passé, mais en même temps, le livre est évidemment d'une contemporanéité totale. Vous avez vraiment passé d'un monde à l'autre, là. Mais justement, j'ai voulu faire exactement l'inverse. Et c'est une idée qui a germé quand j'étais justement dans la Silicon Valley à écouter toutes ces dystopies sur la Smart City, qui sont intéressantes en elles-mêmes. Oui. Que je me suis dit, mais est-ce que c'est bien raisonnable de concevoir le futur en éradiquant le présent ? Et le passé. Et du coup, le passé. Ouais. Et je me rappelle très bien d'un de ces ingénieurs qui m'a dit mais de toute façon, aujourd'hui, il n'y a plus de chevaux dans les villes et ça gêne personne. Et je me suis dit, mais chiche en fait, parce que d'abord, on a légalement le droit de traverser les villes à cheval, à l'exception de Paris. Et on retrouve, quand on les traverse, énormément de traces de l'histoire des villes, parce que les villes se sont construites autour du cheval, donc on retrouve les anneaux d'attache, on retrouve même la dimension des rues. Un peu partout. Qui était faite partout. Je me rappelle d'ailleurs une fois, j'ai attaché ma jument près d'une épicerie où je devais me ravitailler, et je trouve un vieil anneau d'attache. Alors je la mets là, parfait. Et puis il y a la patronne qui sort, et qui dit à son mari, « Ah mais tu vois, je t'avais bien dit qu'il fallait le laisser au cas où. » Et donc ça faisait 20 ans qu'il y avait l'anneau d'attache, au cas où un cavalier passe. Et j'ai été accueilli à Meaux dans une maison de retraite. J'ai passé 2 nuits là-bas, parce que moi je logeais chez l'habitant, et puis à Meaux, il s'est trouvé qu'on m'a proposé une place en maison de retraite. Vous n'êtes jamais allé à l'hôtel, ou etc. ou très peu, quelques fois dans des maisons d'hôtes, quelques fois à l'hôtel pendant que la jument était dans une écurie, mais enfin, disons, 50% du temps, j'étais chez l'habitant, un peu au petit hasard. Alors, et juste pour finir cette histoire, donc du coup j'ai parlé aux habitants de la maison de retraite, fait une sorte de petite conférence improvisée. C'est des gens qui ont 70, 80 ans, et qui, pour beaucoup, avaient le souvenir du cheval de travail, du cheval à la ferme. Et on s'aperçoit qu'en fait, sur une vie humaine, on a encore le souvenir de l'époque où le cheval était quasiment le principal instrument de travail d'abord, et encore le moyen de transport. Et au fond, c'est très récent, l'avènement de l'automobile. Et quand on replace ça sur les millénaires, j'ai vu à Florence, par exemple, les morts étrusques. Et ça m'a fait bizarre parce qu'en fait, ce mort étrusque, c'était un mort qui ressemblait beaucoup au mort que j'utilisais moi. Et je me suis aperçu que ces techniques-là sont des techniques millénaires. Oui, millénaires, c'est vrai. Et qui sont probablement destinées à durer, voire même à revenir, quand on n'aura plus de pétrole. Pour plaire à Sandrine Rousseau, parce que ça émettra moins de carbone. Absolument. Et on va utiliser cheval, ça va être très très bien. Mais alors justement, ce qui est tout à fait passionnant, c'est que vous vous êtes dit, je vais marcher. D'abord, pourquoi Montaigne? Pourquoi sur les traces de Montaigne? Vous auriez pu prendre... C'est-à-dire, vous avez fait Don Quichotte de la philosophie avec sa Rocinante, et vous êtes dit, je vais pas me battre contre les moulins à vent, mais je vais me battre peut-être, et c'est vrai, vous en parlez, contre les illusions peut-être du présent. C'est-à-dire revenir, non pas revenir à la terre, mais revenir aux choses, à la matérialité des choses, quelque part. Moi, c'est ce qui m'a frappé dans votre livre. On parle de la nuit, du jour, de la soif, des gens, enfin, voilà. C'est vrai mais je pense qu'il y a un désir aujourd'hui sociétal de simplicité, de matérialité. Un retour, je ne sais pas, parce que, par exemple, quand on me disait « tu voyages lentement comme avant », mais en fait, avant, il ne voyageait pas lentement. Montaigne traçait sa route beaucoup plus vite que moi, parce qu'il faisait 60-70 km par jour à cheval, il y avait des relais de poste. Lui, il voulait aller vite, en fait. Il voulait arriver le plus vite possible en Allemagne, pour voir les protestants, pour faire son voyage, etc. Donc, en fait, c'est la modernité qui invente la lenteur et le désir de lenteur. Mais c'est très bien comme ça, c'est une évolution tout à fait intéressante. Et pourquoi j'ai choisi Montaigne, le cheval, ce type de voyage ? C'est précisément parce que Montaigne est un philosophe de l'aléa. Et il écrit en digression, il voyage en faisant des détours.
D'ailleurs, ses compagnons de voyage sont très agacés parce que il revient sur ses pas, il repart au nord, il veut partir en Grèce, il veut partir en Pologne, et quand vous regardez la trace qu'il laisse sur la carte, elle est toute en zigzag. Et Montaigne dit, mais de quoi parlez-vous? Mon but, c'est de voyager. La destination, c'est un prétexte. Donc si j'ai voyagé dans une journée, si j'ai joui du moment présent, si j'ai trouvé un hôte agréable, sympathique, une occasion de jouir de la vie, au fond, mais c'est que j'ai réussi ma journée, j'ai réussi mon voyage, peu importe qu'on ait fait 5 km ou 30 km sur la carte. Et en fait, ça apprend quoi? Ça apprend un peu à éliminer l'idée d'objectif dans l'écriture, comme dans le voyage, comme dans la vie, parce qu'il vivait comme ça. Et ça, il vit le moment présent. Il ne pense pas à aller là ou là ou là. Enfin, s'il y pense, mais... Et en fait, c'est quand on vit le moment présent qu'on ne s'ennuie pas. Je me suis souvent demandé pourquoi je ne m'ennuyais pas, alors que je passais 8 heures par jour à marcher sur ou à côté de ma jument. Et en fait, on ne s'ennuie pas parce qu'on ne se dit pas « faut arriver à 15h, faut arriver à 16h ». On a la journée devant soi, on a le mois devant soi. Moi, j'avais 6 mois devant moi. Si j'y arrivais pas à Rome, c'était pas grave. Je n'avais pas un objectif de compétition sportive d'arriver à Rome le 15 novembre. Vous n'avez pas un rendez-vous fixe à Rome avec le pape, peut-être? Quand même pas. Quand ma jument s'est blessée, je me suis arrêté 15 jours dans les Vosges. Je me suis pas dit, mon Dieu, c'est terrible, je prends du retard. Je me suis dit, bon, super, je vais accompagner les paysans du coin faire la transhumance. Et c'était finalement une expérience formidable. Donc ça apprend vraiment à jouir du moment présent. Donc Montaigne est un philosophe de ça, c'est aussi un philosophe cavalier, ce qui est au fond très rare à l'époque et même aujourd'hui, puisqu'à l'époque le cheval est un moyen de transport, mais on parle assez peu de l'équitation. Montaigne en parle, il parle de ses journées à cheval, il aime mettre, je le cite, le cul sur la selle. Et donc l'idée était de rétablir dans un monde où justement on est de plus en plus normé, que ce soit par les lois ou par les algorithmes, de rétablir une part d'aléa, d'humanité, de spontanéité, de simplicité. Et le cheval est un instrument extraordinaire pour ça. À la fois vis-à-vis, je dirais, de la nature et même de la faune, puisque on voit les animaux de très près à cheval. Les biches, les écureuils, ils partent quand ils sentent l'homme. Mais l'odeur du cheval couvre l'odeur de l'homme. Or, le cheval, c'est pas un prédateur. Donc, du coup, on se sent mieux accueilli dans la nature. Mais pas seulement dans la nature, par les gens. Et quand vous arrivez, vous traversez les villages, mais aussi les centres-villes, les zones périurbaines à cheval, les gens viennent naturellement vers vous. Ils n'étaient pas étonnés, les gens du centre-ville. Bon, les villages, ça je peux comprendre. Mais quand vous voyez à cheval dans le centre-ville, les gens quand même regardaient. En fait. Bien sûr, mais c'est ça qui est très amusant. Je me rappelle qu'on a traversé le centre-ville de Limoges, les gens sortaient, il y a une dame qui a sorti un énorme seau à champagne, plein d'eau pour abreuver la jument, c'est super. Et en fait, on s'aperçoit qu'on provoque énormément de réactions, on retrouve une spontanéité. Je me rappelle d'une dame qui me dit, allez, venez déjeuner chez moi. J'étais au milieu d'un village. Je dis, très bien, super, je vais déjeuner. Et puis sa maison c'était une maison un peu comme les hôtels particuliers parisiens, c'est-à-dire il y a une grande cour pavée, ensuite il y a la maison, et puis ensuite derrière il y a le jardin. Il dit, on n'a qu'à laisser le cheval dans la cour. Je dis, c'est pas possible, c'est en plein soleil, il n'y a pas d'herbe, je peux pas lui faire ça. Il faut la mettre dans le jardin. Comment on passe dans le jardin? Et elle me regarde, elle me dit, c'est une dame un peu bourgeoise. Elle me dit, il n'y a qu'une solution, hein, il faut passer par le salon. Et hop, on passe par le salon qui était un salon tout propre, où il fallait mettre les patins, où il y avait des petits vases, où il y avait des petits bibelots en porcelaine, où il y avait du marbre et tout ça. Et ben on s'est dit, on passe avec la jument, et la jument, elle a traversé le salon. Très bien, d'ailleurs, elle n'a pas fait de dégâts. Elle aurait pu, mais tout d'un coup, on retrouve une forme d'accueil, de sens de l'hospitalité. Gaspard Koenig, on en parle tout de suite après les informations et après avec les auditeurs de Sud Radio. Absolument, vous nous appelez au 0826 300 300 et puis vous entendrez également Gaspard Koenig parler liberté et société et puis actualité. Évidemment, à tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Notre vagabond de liberté à cheval sur les traces de Montaigne, c'est aux éditions de l'Observatoire et c'est le livre de Gaspard Koenig et André Berkov. Vous poursuivez cet entretien. Notre vagabonde liberté, Michel Onfray a parlé de vous, il a dit anarchiste tranquille. C'est mieux que la force tranquille, ça, en fait, c'est autre chose. Mais Gaspard Koenig, qu'est-ce que vous avez découvert? Parlons-en, parce que c'est vraiment, encore une fois, c'est un livre passionnant, parce que, allez, montez à cheval, enfourchez le cheval, et vous allez effectivement traverser ces pays, ces frontières, ces campagnes, etc. Vous avez fait ça, d'ailleurs, en plein Covid, pratiquement. Enfin, entre les deux vagues, oui. Voilà, entre les deux vagues. Et qu'est-ce que ça vous a dit après la Silicon Valley, après les GAFAM, tout ça? Qu'est-ce que vous avez dit de la France, de l'Europe, d'aujourd'hui? Parce que vous ne l'avez pas vu à travers les faits divers du matin au soir, vous l'avez vu dans la réalité à cheval avec Destinada. Tout à fait, et je m'étais coupé d'ailleurs intentionnellement de toute source d'information. Donc ma seule information, c'était celle que les gens me retransmettaient.
Donc j'ai appris. Vous n'écoutiez pas Non, j'écoutais. En fait, j'attendais de comprendre l'actualité à travers ce que m'en disaient les gens. D'accord. Et du coup, à travers leurs véritables préoccupations. Donc j'ai appris qu'il y avait eu un remaniement gouvernemental 15 jours après, et les gens étaient incapables de me dire le nom du nouveau Premier ministre. Parce que c'est vraiment pas un sujet de préoccupation. Et donc on remet un peu les choses en perspective et on remet les choses à leur place. Ouais. Et moi, ce qui m'a impressionné et séduit, c'est d'abord l'extraordinaire générosité qui émane encore qui émane tout simplement de ce pays, des gens, des communautés qui vous accueillent partout sur le territoire, des gens qui viennent à votre secours, parce que quand on est cavalier, on est toujours dans le besoin. On a besoin de se loger, de loger le cheval. On a aussi besoin d'une pièce de matériel, d'un maréchal ferrant. Enfin, on a toujours un problème. Oui, c'est vrai. Et donc, en fait, on est complètement dépendant des autres. Et on s'aperçoit que quand on se place dans cet état de vagabondage, c'est aussi pour ça, en empruntant cette phrase à Montaigne, que le livre s'intitule « Notre vagabond de liberté », eh bien, on remplit une fonction sociale qui est celle du vagabond accueilli de ferme en ferme, qui colporte les nouvelles, qui en prend à son tour et qui sert quelque part au lien social. Ce qui m'a quand même marqué, c'est à quel point, dans notre pays, il y a encore une culture très profonde, une culture au sens large. Les gens appartiennent à un territoire. Souvent, ils le nomment d'ailleurs en parlant avec le vocabulaire des régions d'Ancien Régime, plus que celui des départements, évidemment comme pas des grandes régions. Comme par exemple... Par exemple, quand vous êtes dans le Berry, vous n'êtes pas dans l'Inde, vous êtes dans le Berry. Voilà, c'est le Berry. Et on le sent, on l'entend. On le sent, on le voit. Et en traversant, comme je traversais au rythme du pas, le territoire, il y avait des moments où je me disais, tiens, j'entre ailleurs. Et j'avais pas encore l'analyse, j'avais pas encore post-rationalisé ce que je ressentais. C'est parce qu'il y a tout d'un coup on entrait dans le bocage, ou alors une architecture avait changé, ou la pierre qu'on utilise a changé, parce que les pierres changent au fur et à mesure des régions. Et à chaque fois, je me retrouvais effectivement dans une autre région. C'est pour ça que mon livre en fait suit et chronologique, suit les régions telles qu'on me les a décrites et telles que je les ai vécues, pas en fonction de leur taille ou de leurs limites administratives. Et ces régions, elles existent vraiment dans le quotidien des gens, dans la manière dont ils parlent, dans les accents. Par exemple, quand je suis passé de Languedoc en Languedoil, j'ai tout d'un coup entendu quelqu'un, un grand-père de 80 ans avec qui je parlais dans un village qui roulait les airs. Et puis j'ai regardé après, on dit, ah bah oui, on est dans la Marche. Et la Marche, c'est effectivement la limite de Locq et Loyl. Donc j'ai un peu tout réappris comme ça, doucement, tranquillement, pour reprendre la formule de Michel Onfray. Et au fond, j'ai aussi découvert, effectivement, il y a des régions pauvres, dures, mais il y a aussi une forme de stabilité, de profondeur, qu'il ne faut pas oublier. Il y a tous les problèmes qu'on connaît, que j'ai vus, les zones commerciales qui ont complètement vidé les villages de leurs petits commerces. C'est une réalité tragique et une réalité terrible pour le cavalier, parce que pour se ravitailler, il fallait prévoir 3 jours à l'avance quand le Coxy Market, le seul aux 30 km à la ronde, pouvait être ouvert. Mais il y a aussi des gens qui réinvestissent ces territoires. Il y a tout le mouvement des néo-ruraux qui est quand même très intéressant. Tout d'un coup, vous trouvez au milieu du Limousin... Que vous avez rencontré, qui existe fortement. Je ne dirais pas fortement, mais qui existe et qui est dynamique. Vous êtes dans le Limousin et tout d'un coup, vous tombez sur l'épicerie coopérative qui a été montée par des gens qui viennent d'ailleurs, mais qui se sont dit on va faire quelque chose de bien. Et vous apercevez que les gens, ils reviennent c'était à la Lanterne, je me rappelle, ils reviennent de 30 km à la ronde pour avoir le plaisir d'être dans un endroit où on peut causer, où on peut faire ses courses et on peut ensuite prendre un café. C'est quelque chose de très important et donc c'est quelque chose qui revient. Alors je pense qu'il y a des politiques publiques qui peuvent aider à cet exercice de réaménagement de notre territoire. Il y a par exemple 1 million aujourd'hui ou 2 millions de logements vacants. C'est-à-dire vous traversez des villages où il y a une ceinture pavillonnaire qui est là vraiment sans âme. Et d'ailleurs, c'était les seules zones difficiles à traverser parce que les gens ne savent pas où ils habitent. Vous leur demandez le chemin, ils ne le connaissent pas en fait. Et le centre des villages est quasiment à l'abandon. Voilà. Mais ça, c'est quelque chose qui peut se corriger, parce que ces pavillons, on les a construits, c'est de la politique publique, c'était pas juste le désir des gens, ils ne se sont pas dit tout. Voilà. Et donc, il y a encore un terreau formidable, et également un rapport à l'autre qui est très confiant. On m'a jamais demandé ma carte d'identité, ce que je faisais, ma carte bleue ou quoi que ce soit. Les gens, il suffisait d'un regard, d'une bonne formule, d'une demande, et puis ils vous ouvrent leur porte, alors que vous pourriez être un grand chemin. Vous très peu senti de méfiance, de distance, etc. Dans un autre contexte, ça aurait peut-être été le cas, mais il faut placer les gens dans un certain environnement. Là, c'était l'environnement du vagabond. Oui, c'est ça, du cheval. Et j'ai traversé aussi les banlieues, j'ai traversé la banlieue de Meaux, Beauval. Ça s'est très bien passé, comme partout en fait. Les gens venaient vers moi, me posaient des questions, rigolaient, me vannaient un peu, parce qu'évidemment c'est bizarre de voir un cheval dans la verrière de Beauval. Mais j'ai jamais ressenti d'agressivité, ni j'ai jamais eu le moindre peur physique de mon semblable, de mon prochain. Voilà, donc ça c'était quand même
extraordinairement rafraîchissant. Bien sûr. Et surtout, ça m'a permis de parler à des gens qui ont des convictions extrêmement opposées. C'est un peu ce que faisait Montaigne, qui allait parler à la fois aux catholiques et aux protestants, puisque c'était les guerres civiles. À l'époque, il y avait les guerres civiles et la peste. Vous voyez, le contexte n'est pas tout à fait dissimilaire. Et donc moi, j'ai parlé... Je rappelle que c'était le XVIe siècle. À la fin du XVIe, exactement. Et donc moi, j'ai parlé à la fois, je me rappelle d'une journée où j'ai parlé la veille. Je dînais avec des antispécistes, animalistes... qui d'ailleurs m'interrogeait, qui me soupçonnait un peu de faire souffrir ma jument. Et le lendemain, j'étais accueilli à la ferme chez des gens qui pratiquaient la chasse à courre. Donc on ne peut pas faire plus opposé. Ces gens-là, vous les mettez dans la même pièce, ils s'entretuent. C'est sûr. Mais moi, comme voyageur, je ne peux pas me permettre de me mettre en opposition frontale avec personne. J'ai des opinions, mais là, je suis à la merci de mes hôtes et puis toujours reconnaissant de leur générosité. Et j'ai aussi rencontré des gens, voilà, les néo-ruraux, très écolos, très à gauche, et puis des gens de droite, largement à la droite du FN, qui considèrent que De Gaulle est un traître. Et bon, des choses très dures aussi. Et j'ai rencontré tout le monde. Et c'est des rapports humains où on parle aux gens, et quand on leur parle les yeux dans les yeux pendant 2 heures, et qu'en plus ils vous rendent service, on peut pas juste leur dire t'es un salaud, ou t'as rien compris, ou je suis pas d'accord avec toi, ou c'est n'importe quoi. C'est l'humanité des gens, vous avez compris. On apprend à comprendre. Ouais. Et au fond, c'est un exercice de tolérance, mais la tolérance, c'est difficile, c'est pas facile, c'est beaucoup plus aisé d'immédiatement se mettre en porte-à-faux et attaquer, polémiquer, etc. Voilà, et se radicaliser. Et au fond, c'était un peu ma vie avant, si je puis dire, de débatteur public. Et là, on apprend au contraire à écouter longuement, à comprendre les raisons. C'était vraiment le travail de Montaigne qui, justement, ne voulait pas se mettre dans un camp ou dans l'autre, et qui était donc toujours soupçonné par les uns et les autres d'être un ennemi potentiel, mais qui en a fait vraiment une méthode philosophique aussi, inspirée du scepticisme, qui n'est pas un relativisme, mais qui est une manière de savoir écouter et confronter les arguments pour de vrai. Vous êtes donc sorti, Gaspard Koenig, plutôt rassénéré sur le pays ? D'abord plutôt rassénéré à titre personnel, parce que c'est aussi un exercice de dépouillement et de maîtrise de soi. Et je pense que ça fait partie de l'apprentissage de la liberté. Et moi qui parle beaucoup de liberté, là on a l'occasion de l'expérimenter sur soi-même. Alors, on est dans un monde de contraintes absolues, parce qu'à cheval, il y a toujours une barrière qui ne va pas, un pont qui craque. Mais justement, on doit apprendre à être indépendant des circonstances extérieures. C'est les limites qui créent la liberté, d'ailleurs. Exactement. Et aussi le fait que si je ne peux pas agir sur mon environnement, je dois agir sur moi-même. Principe stoïcien de base qui était celui de Montaigne. Et donc, on apprend quand même une forme de maîtrise et de tranquillité au-delà, existentielle, au-delà des questions sociales et politiques. Et après, sur le pays lui-même, je me dis, c'est un pays qui est tellement riche et tellement, moi qui ai beaucoup voyagé, tellement unique quand même par rapport au reste du monde, que d'abord, il faut se féliciter de ce qu'on a. Mais aussi, j'ai découvert quelque chose qui m'a encore davantage frustré, c'est que tous ces gens qui ont de la bonne volonté, qui font des choses bien pour eux, pour leur famille, dans des associations, en prenant des initiatives, parce que les gens ont des vies très singulières, s'inventent des métiers, ils sont constamment freinés, inhibés par l'espèce de labyrinthe normatif, de lois, de règlements absurdes. La bureaucratie. Oui, qu'on s'est construit nous-mêmes, cette espèce de boulet invraisemblable qu'on s'est mis au pied, et qui fait que vous rencontrez des gens qui tiennent une ferme auberge. Il n'y a rien de plus simple qu'une ferme auberge dans l'histoire de l'humanité. C'est probablement le premier métier de l'humanité, c'est la ferme auberge. Vous élevez des bêtes et ensuite vous les servez à vos clients. Et aujourd'hui, c'est un cauchemar administratif. Rien que pour savoir ce qu'il faut faire. Je dis même pas pour appliquer la loi, mais pour savoir quelle loi s'applique. Parce que l'auberge va être en SARL, la ferme en GAEC, l'un refacture sur l'autre, les heures sont décomptées de l'un sur l'autre, les taux de TVA sont différenciés. Et donc, la dame m'a dit, je deviens juriste. Vous vous rendez compte ? C'est ça. C'est mon mari qui travaille, et moi je deviens juriste, je fais des formations de juriste pour comprendre quelle législation peut s'appliquer à mon activité. Mais ça, je l'ai vu partout. J'ai vu chez les petits vendangeurs qui sont confrontés au problème des normes sur les dortoirs. Les petits viticulteurs qui sont confrontés au problème des normes sur le dortoir des vendangeurs, alors qu'avant tout se passait bien, les gens étaient contents de venir à 15 jours, s'entasser un peu dans le dortoir, mais c'était la fête et tout. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Du coup, on va déléguer à une entreprise qui va venir de manière complètement déshumanisée faire la récolte, parce qu'on ne peut plus prendre le risque de se mettre le principe de précaution, notamment. Et ça, c'est quelque chose qui bouffe les gens partout sur le territoire, qui les empêche de vivre leur vie.
qu'on voit assez mal à Paris, au fond, ou depuis Paris, parce que à Paris, on s'en sort. On a un statut, un peu, on est rangé, si je puis dire, ou bien on connaît des gens, ou bien on a assez de moyens pour embaucher un avocat fiscaliste, un expert comptable, enfin, tous ces gens qui vous arrangent le coup vis-à-vis du maquis administratif. Là-bas, c'est pas possible. Quand vous êtes et donc, ce constat d'inflation normative, tout le monde le fait, le Conseil d'État fait des rapports, etc. Mais globalement, tout le monde s'en fiche parce que c'est pas un problème personnel pour les gens qui sont au pouvoir et qui font la loi. Et là, je me suis rendu compte sur le terrain, c'est un problème énorme. Et qu'en fait, le problème de ce pays, c'est pas de faire plus et d'arriver avec encore un énième plan de transformation, c'est de faire moins. Et ça demande en fait beaucoup plus de volonté politique. C'est clair. Et ça serait ce qu'il y aurait de plus essentiel, parce que rappelez-vous, la Révolution française, ce qui vous lisez les cahiers de doléances, aussi été provoqué par un problème de complexité juridictionnelle à l'époque. Et lié à la multiplicité du droit féodal. Ouais. Et elle a été quelque part résolue par les grands codes napoléoniens qui ont mis les choses au clair, de manière lisible et simple. On va en reparler, Gaspard Koenig, avec les auditeurs de Sud Radio, tout de suite. Absolument, et je rappelle que vous êtes président du groupe de réflexion Génération Libre, et c'est pour ça aussi que vous pouvez nous appeler au 0826 300 300, car Gaspard Koenig parle régulièrement de liberté, a écrit de nombreuses tribunes contre le pass sanitaire, et puis a fait ce tour de France de la simplification contre la bureaucratie. Alors vous nous appelez au 0826 300 300 jusqu'à 14h. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et les Français font le Tour de France, comme Gaspard Koenig qui a fait le Tour de France à cheval sur les traces Tour de d'Europe, Montagne. presque. Tour d'Europe, oui. Et on a évidemment des questions, donc au 0826 300 300, avec Diane qui nous appelle de Perpignan. Bonjour Diane. Bonjour Diane. Bonjour. Bonjour tout le monde. Ça fait plaisir. Voilà, moi je parle pour le pass sanitaire. Je pense que le pass sanitaire, le Macron a exagéré, c'est-à-dire qu'il n'a pas voulu prendre ses responsabilités. Il a laissé, c'est-à-dire qu'il s'est déchargé sur les gens en disant voilà, c'est vous qui ne voulez pas, mais je vais vous obliger indirectement. Oui, vous êtes libre, voilà. Mais on va vous amener à. Voilà. Et ça, je trouve que en étant président qui n'a pas voulu prendre sa responsabilité, ça me déçoit. De toute façon, il me déçoit depuis qu'il y est. Mais bon, ça me déçoit énormément. Il a imposé et puis c'était fini. Je suis vaccinée, je suis contre le vaccin et je suis vaccinée parce que je le savais depuis le mois de janvier qu'ils en parlaient, qu'il allait le faire. De toute façon, c'était à prévoir. Mais ce que je ne peux pas accepter, ce que je n'accepte pas, c'est qu'on essaye de vacciner les enfants. Et ça, je ne peux pas accepter ça. Et il commence à en parler de vacciner les enfants de 5 à 12 ans. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Donc là, je trouve qu'il exagère. Il exagère. Oui, eh bien écoutez, c'est vrai que vous n'êtes pas la seule à penser ça, et après, une question de le savoir. Gaspard Koenig, vous avez écrit sur et contre le pass sanitaire. Je crois que vous avez été assez catégorique sur ce sujet. Ça fait quand même un choc quand on a passé justement 5 mois dans un état de liberté à peu près absolu, parce que quand on monte à cheval, il n'y a à peu près aucune réglementation qui s'applique. Et quand on se retrouve dans une société aussi quadrillée, et que tout d'un coup, on doit montrer un code QR pour aller au café. Moi, je suis très favorable à la vaccination. Comme Montaigne, d'ailleurs, je suis un grand partisan des sciences et des techniques. Et s'il y a un consensus scientifique dans la communauté des gens qui savent, eh bien, je l'adopte, je suis leurs recommandations, je me suis fait vacciner. Et j'encourage tout le monde à le faire. D'ailleurs, j'ai eu le virus après avoir été vacciné. Et vu ce que j'ai vécu, je suis bien content d'avoir été vacciné pour mieux le supporter. Mais je considère que cette mesure de passe est disproportionnée par rapport à l'effet recherché. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'elle ouvre, c'est un cheval de Troie vers une société de surveillance à peu près totale. Vous savez qu'il y a des candidats de centre droit qui proposent aujourd'hui la reconnaissance faciale dans les transports en commun pour lutter bien sûr contre le terrorisme. Et donc au nom de la sécurité ou au nom de la santé, on aura toujours des bons arguments pour nous contrôler de plus en plus. Et c'est vraiment un paradigme que j'ai vu là pour le coup dans mon voyage sur l'intelligence artificielle, qui est très clair dans les pays asiatiques et en particulier en Chine. Et que auxquels nous, Européens, devons résister au nom des valeurs d'autonomie du jugement qui sont les nôtres depuis les Lumières, depuis Kant. Donc, oui, il faut se faire vacciner. D'ailleurs, si les gens se faisaient davantage vacciner, la question du pass ne serait peut-être pas posée. Mais il faut aussi résister à un appareil de contrôle qui est trop intrusif. Et qui, du coup, est très contre-productif parce que vous créez aujourd'hui une frange de gens qui sont désocialisés à cause de ça, qui vont perdre peut-être leur boulot, qui ont perdu leur boulot, qui vont perdre leurs amis pour certains, qui vont plus pouvoir sortir le soir, enfin qui vont se retrouver à prendre le maquis. Et ça, c'est très dangereux pour la société. C'est vrai.
Autre... Absolument, nous avons d'autres appels avec Safia qui nous appelle au 0826 300 300. Bonjour Safia. Oui, Safia, bonjour. Bonjour André Berkoff, très heureuse de vous avoir. Donc je vais appuyer là où ça fait mal, c'est par rapport à la thématique des harkis. Oui. Donc par rapport à Abdel El-Kader Mokhtari, effectivement, vous avez bien cerné le problème de fond, cet abcès qu'on a dans le pays. Moi, je suis libérée en tant que fille d'harki parce que j'ai fait le travail de fond et j'ai été très attentif à ce qui a été fait à cette tranche de population, puisque c'est mon histoire. C'est votre famille, oui. Oui, hein, quand on parle d'abandon, quand on parle d'avoir été dans le déni et tout ça, ça a dû se résoudre pas sans mal. Mais après, de l'autre côté, je me dis que c'est un coup d'œil, un clin d'œil politique de Macron. Je pense que c'est plus un coup d'annonce et que ça ne résolvera rien parce que tu as bien mis l'accent sur le fait de la concurrence des mémoires. On est bien d'accord ? Et moi, j'étais d'accord parfaitement avec le fait qu'il faut qu'on réconcilie nos mémoires. Et de l'autre côté, je ne sais pas si c'est avec des coups d'annonce politique comme ça qu'on peut réconcilier les mémoires. C'est la question. Non, mais tout à fait. Je crois qu'effectivement, Abdelmajid Mokhtari a bien dit, à un moment donné, si on veut arrêter la concurrence victimaire, eh bien, il faut la convergence des mémoires. Il faut qu'on se mette à table, comme on dit, que les partis se mettent à table et enterrent la chose. Vous savez, les Allemands l'ont fait avec le reste des Européens. Hein, c'était quelque chose 40-44 et la Seconde Guerre mondiale. Je ne veux pas dire que tout est réglé, mais enfin, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Il est temps de le faire aussi pour l'Algérie, et puis d'ailleurs, pas seulement pour d'autres pays. Enfin, il est temps, effectivement, d'enterrer toutes les haches de guerre, et même celles qui ont fait le plus souffrir. Safia, c'est clair. Merci Safia, merci à Diane aussi de nous avoir appelé au 0826 300 300, et puis vous continuez à nous appeler et poser vos questions à Gaspard Koenig sur la liberté, sur son voyage sur les traces de montagne et sur toutes ces questions. À tout de suite. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. André Berkoff et ses auditeurs au 0826 300 300, et nous sommes avec José qui nous appelle de Haute-Savoie. Bonjour José. Oui, bonjour José. Bonjour. Oui, bonjour André. Bonjour. Félicitations pour tes émissions. Merci. Et aussi à monsieur Koenig pour ce qu'il vient de dire sur son tour sur la France. Merci. Moi, je suis belge d'origine paysanne flamande et je n'ai jamais trouvé un pays aussi, comment je veux dire, accueillant que la France. Partout où on va, les gens sont généreux et gentils. C'est vrai, les gens oublient ça, oui. Oui, et malheureusement, donc on s'est fait envahir par, je vais dire, la technocratie des normes, hein. Et partout, c'est pas uniquement en France, c'est partout, si vous voulez. Donc cette folie de mettre des normes sur tout, donc petit à petit a enlevé la liberté aux individus. Bon. Hein, et une des normes, évidemment, c'est la liberté de penser. Donc, on ne peut pas dire ce qu'on veut. Donc, c'est aussi une forme de norme. Hein. Absolument. C'est même la norme principale que les pouvoirs essayent d'appliquer. Heureusement, ils n'y arrivent pas complètement. Moi, ce que je voulais dire, si vous voulez, c'est que effectivement, bon, on sent bien qu'il y a de plus en plus de difficultés à penser par soi-même. Hein. J'ai une tendance à écouter les sages, et quand j'appelle les sages, je parle des gens comme Montagnier. Et donc, quand je lis, il y a deux analyses qui ont été faites par des laboratoires indépendants du contenu des vaccins. Et écoutez, alors qu'on parle de bio, on parle de tas de trucs comme ça. C'est quand vous voyez la liste des enfin d'abord j'y comprends rien, hein, mais c'est une usine à gaz, chimique. Hein, on peut pas, le corps humain ne peut pas, si vous voulez, subir ça. Ce sont que des produits chimiques. Et d'ailleurs, si on le mettait dans la jument de M. Koenig, je pense que la jument serait morte en quelques heures. Hein. Ma jument, elle a eu beaucoup de doses d'antibiotiques parce qu'elle a été très malade pendant le voyage, donc c'était moi qui lui faisais les piqûres.
Oui, d'accord, mais... Non, ce que je veux dire, c'est que ce qui se passe avec, comme disait la dame précédente, sur les enfants, c'est impossible. Oui, c'est vrai. C'est impossible. Il y a un vrai problème, en tout cas, on va pas, on le fait, le débat sur les vaccins, on le fait assez souvent et on le fait, et on continuera à le faire. Mais vous savez, la première quelque chose, documentez-vous, posez-vous toutes les questions. Mais moi, je voudrais revenir sur ce que Julien par rapport à, c'est vrai, vous parlez des normes. Mais il y a un autre genre de normes, je ne sais pas si vous l'avez senti, Gaspard, dans votre voyage, enfin vous en parlez aussi, mais c'est ces normes quand même de cette doxa de la pensée, c'est ce prêt-à-penser quand même. Je sais que c'est presque un cliché parce qu'on en parle beaucoup, mais enfin il y a quelque chose qui est aussi obéir non seulement à la norme de la DRAC ou à la norme de tel ou tel architecte des monuments historiques, mais aussi l'architecte de la pensée, quoi. Oui et non, franchement, parce que d'abord, les gens que j'ai rencontrés sur le territoire, ils s'approprient l'information, comme essaye de faire José. Ça, c'est très bien. C'est un peu le mouvement du protestantisme, quand les gens ont cessé de croire aux prêtres qui se sont mis à lire la Bible. Maintenant, les gens vont chercher leurs infos, alors de manière souvent un peu désordonnée, chaotique, mais je trouve que la dynamique globale, elle est plutôt saine. Bien sûr. Donc j'ai rencontré des gens qui avaient des opinions qui étaient beaucoup moins caricaturales qu'à Paris, où il y a des camps très clairs, où on sait à peu près qui appartient à quel parti et qui va dire quoi. Là, les gens se construisent leur propre opinion et souvent, eh bien, ils pensent de manière assez singulière parce qu'ils mêlent ça à leur propre parcours de vie. Et deuxième chose, c'est que pour bien connaître les autres pays, notamment les pays anglo-saxons, la liberté d'expression est quand même aujourd'hui beaucoup plus forte en France. Sur toutes les histoires de wokisme, de politiquement correct et tout ça, aux États-Unis, en Angleterre, de cancel culture et compagnie, ça devient quelque chose qui est vraiment très envahissant et auquel personne n'a vraiment le courage de s'opposer, ou alors on est tout de suite dans le camp des extrêmes. En France, il y a encore un débat extrêmement ouvert sur tous ces sujets. La preuve, on en parle sur une grande radio qui est Sud Radio. Il y a des intellectuels des deux bords qui s'affrontent à peu près dans tous les journaux. Il y a une immense diversité éditoriale, il y a énormément d'organes de presse. Et pour l'expérimenter moi-même, je trouve que justement, on est le pays le mieux à même de résister à cette cancel culture que vous mentionniez. Peut-être que d'ailleurs, c'est notre fierté et notre rôle de porter. J'allais vous dire, rappelez-vous quand même qu'il y a encore 20-25 ans, on disait l'Amérique, c'est le pays de la liberté d'expression, c'est le premier amendement, c'est vrai. Enfin, regardez, c'est vrai que là, il y a un renversement de perspective assez drôle et plutôt réjouissant pour nous. Mais c'est vrai que la France devient un pays de résistance par rapport à ce politiquement correct. En tout cas, c'est un pays où on peut encore en débattre dans les grands journaux mainstream, si je puis dire, où vous avez des gens tout à fait réputés que personne n'accuse d'être fascistes, qui vont s'opposer à la cancel culture parce qu'ils sont en faveur de l'universalisme. Et donc, je suis plutôt, moi, très content de débattre en France, qui est un pays où on peut encore parler de tout, avec les frictions que ça engendre, et c'est bien normal, et c'est heureux. Et par rapport à ce que disait José, je voudrais quand même dire que ce qu'il dit, c'est ce que j'ai entendu quasiment tous les soirs sur mon parcours, c'est-à-dire qu'à la fois, on vit dans un beau pays. Donc arrêtez-vous depuis Paris, de manière finalement assez paternaliste, de dire que c'est terrible, que c'est foutu, qu'on est pauvre, que non, on vit bien. Mais simplement, on est face à une technocratie qui est devenue incompréhensible. Et on aimerait bien respecter la loi, mais juste, on ne peut plus, parce qu'on n'a même plus d'interlocuteur qui peut nous dire quelle est la loi à respecter. Et c'est pourquoi j'ai monté un mouvement qui s'appelle Simple, vieplussimple.fr, qui, maintenant que je suis revenu de ce voyage, tente de recueillir les doléances des gens par rapport à leurs histoires de complexité normative, administrative, ou même avec le secteur privé, parce que les grandes plateformes, c'est pareil, sur l'ensemble du territoire. Et d'essayer de les aider alors les aider, par labyrinthe, quoi. En tout cas, on rassemble tout ça. J'ai un groupe de juristes qui travaillent avec moi et on fera fin octobre des propositions radicales qu'on va mettre dans la campagne présidentielle en disant non seulement c'est un sujet important, mais c'est le sujet prioritaire pour énormément de Français. Et donc, il faut peser, il faut avoir des troupes pour installer cette question dans la campagne. Alors répétez, Gaspard Koenig, le site... C'est vieplussimple.fr. Vieplussimple.fr. Et vous pouvez simplement... C'est un site très simple, comme son nom l'indique. Vous avez simplement une case où vous pouvez raconter votre histoire. Et ce à quoi je peux m'engager, c'est que cette histoire, elle est lue, elle est analysée par nos juristes et qu'elle fera l'objet ensuite d'une restitution et de propositions et qu'on va tout faire médiatiquement, politiquement pour être entendu. Et si Montaigne était là, il serait l'un des promoteurs de Vie plus simple. Mais absolument, parce que Montaigne dénonçait déjà le fait qu'en France, il y a plus de lois que dans tout le reste de l'Europe. Et la simplicité, c'est pas seulement une question administrative, c'est aussi une manière de vivre
une forme de dépouillement qui, au fond, revient très à la mode et dont Montaigne était un grand promoteur, lui qui disait qu'il n'y a rien de si dégoûtant que l'abondance. La sobriété rend heureux. Voilà. C'est ça. Alors vous pouvez évidemment livrer vos doléances sur vieplussimple.fr, mais aussi nous appeler au 0826 300 300 pour faire la même chose. Et c'est ce que fait Marie des Yvelines qui nous appelle. Bonjour Marie. Oui, bonjour Marie. Bonjour Monsieur Bercoff, bonjour à tout le monde, merci de nous accueillir. Merci à vous Monsieur Bercoff de laisser la parole. C'est la moindre des choses. Dites-moi. Attendez, on entend un écho. Si vous êtes en haut-parleur, Marie, faites attention. Alors, est-ce que vous m'entendez mieux là? Oui, là c'est mieux, oui. D'accord. Donc, je disais, la personne qui est avec vous, qui a fait sa petite balade à cheval, oui. Nous prône la liberté, c'est bien ça? Oui. Voilà, donc moi je voulais revenir là-dessus parce qu'il nous prône la liberté, mais il nous dit à tous, allez-vous faire vacciner tous. Pour moi, c'est pas une liberté. Là, il change complètement de propos. Je le conseille. Là, ça m'a énervé en fait. Je le conseille. Oui, le conseil. Mais là, aujourd'hui, comme l'a dit la dame avant moi je suis soignante. Mercredi, j'ai jeté ma blouse. On a dit stop. Parce que c'est un choix. C'est un choix de personnes. Là, on est bientôt sur les enfants. Les petits, qui sont asymptomatiques, qui sont pas malades, qui sont porteurs sains, qui contaminent personne. Qui ne contaminent personne. Oui, mais ça même oui, ça pratiquement la majorité des médecins le disent. On peut pas se dire pour la liberté et tout faire son contraire. C'est pas possible. Donc oui, il y a des gens aujourd'hui qui ont besoin des deux positions. Oui. On n'est pas contre le vaccin. Beaucoup de gens ne sont pas contre ce vaccin. Mais nous soignants, on dit quoi? Dans la rue, on le disait encore le 11 septembre, là. On s'est fait encore matraquer de tous les côtés. On a dit quoi? Un vaccin aujourd'hui, moi je préfère me faire... On a eu tous les vaccins, nous les soignants. Oui. Je préfère me faire injecter un vaccin pour les animaux, où il n'y a pas d'adjuvant dedans, parce que c'est interdit de mettre des adjuvants dans les vaccins pour les animaux, mais dans les vaccins humains, on a le droit de mettre des adjuvants sans aucun problème. Non, donc je préfère aller voir mon vétérinaire et me faire vacciner par mon vétérinaire que d'aller voir mon généraliste aujourd'hui. Il faut revenir un petit peu sur le corps humain, sur la santé, sur les vraies valeurs. Donc oui, toutes les personnes qu'il a rencontrées, oui, c'est les vraies valeurs, c'est le terroir, c'est la France, c'est les gens qui ont les pieds sur terre, qui sont serviables, qui sont gentils, qui ont... en fait, c'est ça, c'est la solidarité, la France. C'est une fraternité, la France. Il ne faut pas oublier le bleu, blanc, rouge. On est tous blancs. Tous. On a tous le même sang. Quelle que soit la religion, le parti politique, la couleur. On est tous pareils aujourd'hui. Stop à tout ça. Donc liberté, oui. Merci à M. Bercoff de nous laisser la parole sur Sud Radio de temps en temps. Merci à vous, M. Bercoff. Et voilà. Bonne Merci, continuation à tous et faites tous attention à vous. Non, c'est-à-dire que c'est un problème de liberté, Gaspard Koenig, à propos des vaccins. Encore une fois, moi je me suis fait vacciner et je ne suis pas anti-vax, mais je me pose beaucoup de questions et je comprends les questions que pose Marie, parce que pour une raison très simple, c'est que on sait très bien, c'est-à-dire, on nous a vendu quelque chose, on disait écoutez, voilà, vaccinez-vous, tout va aller bien, etc., etc. Or, on voit très très bien, l'exemple d'Israël est là, qu'au moins, des questions peuvent se poser. Donc la question de la liberté, où elle commence, où elle s'arrête. Et vous savez, Montaigne, les protestants lui reprochaient d'être du côté des catholiques, les catholiques du côté des protestants. Et moi, c'est un peu pareil, parce que j'essaye d'avoir un discours nuancé sur cette question en disant que je suis à titre personnel favorable au vaccin, que j'encourage les gens à se faire vacciner, que par ailleurs, je pense que ça ne devrait pas être une obligation et que je suis absolument contre le pass sanitaire. J'ai participé probablement aux mêmes manifestations que celles dans lesquelles était Marie, parce que je trouve que c'est une mesure, encore une fois, disproportionnée, intrusive. Et donc, parmi les intellectuels, je serai le seul à avoir cette position, donc je me fais conspuer par tous les techno-positivistes qui m'expliquent que j'ai incompris et qu'il faut que ça soit obligatoire et qu'il faut mettre tout le monde au pas. Mais vous respectez les gens, par exemple, vous êtes d'accord par les gens qui ne veulent pas se faire vacciner? Je ne suis pas d'accord à titre personnel, j'essaye de défendre mes arguments en disant allez-y, c'est très bien. Vous ne les qualifiez pas de... Non, et surtout je ne pense pas que ça soit le rôle... je ne pense pas qu'on soit dans une situation qui nécessite d'imposer une obligation vaccinale, et certainement pas qui risque de faire perdre leur boulot aux gens. Et des soignants qui déposent leur blouse, c'est un acte extrêmement radical, extrêmement dur, qui va changer leur existence entière, parce qu'ils vont, ils vont devoir se reconvertir, ils vont avoir une période où ils vont être sans travail.
Donc c'est une violence inouïe qui est faite. Et sur ma liberté s'arrête là où commence celle d'autrui et toutes ces platitudes, franchement, je pense que c'était un argument important quand justement il n'y avait pas de vaccin, qu'on était dans les stades de contamination extrême, où effectivement on mettait l'autre directement en danger quand on transmettait le virus, et que donc que les mesures restrictives, on peut les discuter, mais enfin leur principe me paraissait tout à fait légitime, mais que précisément maintenant qu'on a un vaccin, que ce vaccin est disponible, universel, gratuit et, semble-t-il, efficace, au moins contre toutes les formes graves, du coup ça veut dire que tous ceux qui ont voulu se protéger eux-mêmes ont pu le faire, et que ceux qui ne sont pas protégés ne risquent de contaminer de manière grave seulement ceux qui ont fait le même choix. Et donc, quelque part, avec tout de même une nuance que j'apporterai, qui est la question des immunodéprimés, qui eux sont du coup n'ont pas le choix et doivent rester en bulle, et c'est quand même tragique. Excepté cette population-là, on est plutôt dans une situation maintenant de responsabilité individuelle que de politique sanitaire collective. Voilà, c'est ça sans vouloir faire du café du commerce épidémiologique, c'est un peu ça ma position. Mais je déplore aussi qu'on perde la possibilité du dialogue et de la nuance sur ces sujets-là, où soit on est anti-tout, anti-vax, anti-pass et con, soit on est pour le pouvoir et pour l'autoritarisme. Bon. Mais c'est vrai, non, mais le problème, c'est que nous, on discute entre individus ou entre intellectuels ou entre philosophes, etc. Et que c'est vrai qu'il y a d'un côté une espèce de machine, si vous voulez, je ne dis pas gouvernementale simplement, mais mainstream, ou appelons-le comme on veut, qui va tous dans le même sens. C'est vrai. Et qui a tendance à dire que si vous n'êtes pas dans la norme, vous êtes vraiment soit un complotiste, soit un pauvre type. C'est très contre-productif parce que ça radicalise les gens. Exactement. Alors que vous voyez en Angleterre, qui est un gouvernement qu'on peut détester, que j'aime pas beaucoup pour ma part, mais enfin c'est un gouvernement rationnel, c'est pas des fous furieux, c'est pas des tarés. Et ils ont décidé, exactement pour les raisons que j'expose, de ne pas imposer le pass sanitaire nulle part sur le territoire britannique. Donc, c'est des choses qui doivent pouvoir se discuter entre gens de bonne foi. Il n'y a pas d'un côté les gens qui détiennent la vérité et de l'autre côté les fous furieux. Ça, c'est le plus important. Augustin ? Merci beaucoup à nous avoir appelés au 0826 300 300 et vous avez encore un quart d'heure pour poser vos questions à Gaspard Koenig et à André Berkoff qui répond toujours. À tout de suite. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Gaspard Koenig avec ce livre qu'il faut vraiment lire et vous allez passer un grand moment de liberté et puis les paysages et puis les gens, notre vagabond de liberté. Il est parti 5 mois à cheval sur les traces de Michel de Montaigne et c'est vraiment tout à fait passionnant. Juste hors antenne, Gaspard Koenig, vous me disiez, là, on parlait de votre précédent livre sur la high-tech et ce tour du monde de l'intelligence artificielle, etc. Et puis ce livre qui est totalement de l'autre côté, enfin, en tout cas sur les terres de France et d'Europe. Et vous disiez, l'un m'avait déprimé, l'autre m'a ragaillardi. Pourquoi ? C'est sûr que l'univers de la tech, aussi passionnant soit-il, est très déshumanisé. Et vous rencontrez dans le monde entier des gens qui sont dans les mêmes bureaux, qui parlent la même langue, qui ont à peu près la même tête, qui ont fait les mêmes études, qui sont très intelligents, mais enfin, où le contact humain est très limité. Et là, c'est exactement l'inverse, et tout se fait dans une humanité très forte, et avec aussi plein de subtilités. Par exemple, est-ce qu'il faut vous voyer, est-ce qu'il faut tutoyer ? Il n'y a aucune règle. Et c'était un calvaire. Toutes les nuits, je m'endormais en disant qu'est-ce que je vais faire le lendemain matin ? Je dis tu ou je dis vous ? Parce qu'il y a toutes les circonstances possibles, ça dépend d'énormément de choses. Et donc ça, c'est passionnant. Heureusement que ça existe, parce que ça crée des incertitudes, et c'est ça qui est amusant dans la vie. Après, sur la technologie, moi, ma conclusion, c'était pas d'être technophobe, c'était au contraire de l'utiliser quand on la maîtrise, notamment quand on a la maîtrise de ses propres données. Donc, ce que j'ai fait dans le voyage à cheval, c'est que c'était pas un voyage low-tech, mais en revanche, j'ai pris une technologie que je pouvais maîtriser. Donc, j'étais le seul propriétaire. Et ça illustre de manière très concrète que j'avais des cartes numériques. C'est quand même beaucoup plus pratique d'avoir une tablette avec toutes les cartes de France, tous les GR, tous les itinéraires, que d'avoir des cartes papier qui prennent l'eau, qui prennent de l'espace, qui prennent même du poids. Mais j'utilisais une application qui ne prend et ne vole absolument aucune donnée. Donc j'étais le seul, j'avais une balise GPS satellitaire pour savoir où j'étais, mais j'étais le seul à savoir où j'étais, c'est moi qui faisais mes itinéraires, et donc j'utilisais la technologie d'une manière qui me convenait, de même pour reconnaître les feuilles, les essences des arbres. Je prenais des photos des feuilles sur une application qui s'appelle PlanteNet. C'est de la pure intelligence artificielle. Ça vous dit la probabilité que ce soit un chêne, un hêtre, etc. Vous prenez la photo, vous l'appliquez. J'accueillais depuis mon cheval. Je cueillais la feuille, je prenais la photo, et puis ça m'a permis de mieux reconnaître les essences des arbres dans la forêt. Bon, mais ça, c'est une application géniale de la technologie. Mais ça dit aussi quelque chose, du coup, de notre rapport à la nature et à l'écologie. C'est que être
écologiste, être pour la biodiversité, être pour la génération des sols et tout ça, c'est pas être anti-technologie du tout. C'est utiliser ce qu'on a, les drones, de l'intelligence artificielle, de tout ça, pour mieux prendre soin de son environnement. Et c'est pas revenir, et assimiler aussi et de sa liberté, et de sa maîtrise de soi. Et de sa maîtrise de soi et de la maîtrise des datas d'ailleurs qu'on émet. Mais c'est ce que font déjà spontanément énormément d'agriculteurs aussi via les techniques d'agriculture raisonnée. Donc je pense que la société elle va dans ce sens et que c'est plutôt quelque chose de positif. Ouais. On file au 0826 300 300. Nous avons eu José qui nous a appelé de Haute-Savoie. Écoutez, on reste dans le même département avec Sven qui nous appelle. Bonjour Sven. Oui, bonjour Sven. Oui. Bonjour M. Berkoff, bonjour M. Krieg. Bon, il y a énormément de sujets. D'ailleurs, en premier, je remercie Sud Radio d'exister parce que je n'écouterais plus la radio si elle n'existait pas. Une radio libre, comme il y avait dans le début des années 80. Ensuite, ça passait aux radios FM, et nous ne sommes plus du tout libres. Je rebondis sur 2-3 petits points que M. Koenig a mis en avant. Alors, ce n'est pas du tout une attaque, mais j'ai quand même souri. M. Koenig dit qu'il s'est fait vacciner et ensuite il a attrapé la Covid et heureusement qu'il avait été vacciné, ça aurait pu être plus grave. Mais a-t-il pu imaginer, tout en étant libre, que s'il n'avait pas été vacciné, il n'aurait pas attrapé la Covid? Est-ce que avoir attrapé la Covid ne sont pas la conséquence de cette injection? Ça, c'est une question. Oui, c'est pas ce que disent les études scientifiques aujourd'hui. Et moi, je suis désolé, je suis justement très à contre-courant de l'intelligentsia des autres radios que vous n'écoutez plus parce que je suis contre le pass, parce que j'ai participé aux manifs. Mais en même temps, je suis, comme mon maître Montaigne, extrêmement fidèle à ce que me dit la science et le consensus scientifique du moment, tout simplement parce que je n'ai pas d'autre moyen de juger qu'aller regarder les études ici ou là sur Facebook. C'est pas ça qui vous donne la vérité. Et donc, aujourd'hui, tout me dit que c'est pas le vaccin qui vous fait attraper le virus, évidemment, et qu'en revanche, il protège de manière très forte contre les formes graves. Et voilà, après, est-ce que si vous n'y croyez pas, que vous ne fassiez pas vacciner, je considère qu'aujourd'hui, c'est votre problème et que vous êtes libre de le faire aussi. Alors, c'est pas mon problème, puisque si je reprends votre voyage à cheval durant 5 mois, c'est pas mon problème, c'est ma liberté. Oui, c'est ça, c'est pareil. Oui, mais le terme, puisque vous êtes... non, mais je suis d'accord. Vous travaillez beaucoup sur les mots et je respecte, et c'est très très bien, j'apprécie beaucoup, mais ce n'est pas un problème, c'est une liberté. Maintenant, j'ai peut-être une autre question. Oui. Lorsque vous avez reçu cette injection, est-ce que vous avez lu la fiche avec toutes les contre-indications? Est-ce que vous avez ensuite, par rapport à cela, pris ce risque? Oui, j'ai pris un risque tout à fait conscient et très minime et qui m'a semblé... plus faible que le risque d'attraper ce virus. Voilà. Mais après avoir lu toutes les contre-indications, j'entends. Écoutez, je ne vais pas vous raconter ma vie dans les moindres détails. Je suis quand même pas là pour me justifier sur le fait d'avoir ou non pris un vaccin 4 jours. Vous expliquez mon opinion sur le sujet. Monsieur Koenig, c'est pas se justifier, puisque vous avez dit tout à l'heure, vous encouragez la population à le faire d'ailleurs. Donc, encourager la population à se faire vacciner, d'accord, mais encourager également la population à lire les effets qui sont contre avant de se faire vacciner. Moi, j'ai été une victime du Vioxx. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du Vioxx. C'est un produit qui a été un antidouleur qui a été retiré du commerce. Il y a des procès aux États-Unis parce que des gens en sont morts. Sven, oui. Crise cardiaque, etc. Moi, j'ai de l'hypertension suite à la prise de Vioxx que m'a recommandé un médecin durant une année à Genève. Oui. Donc, j'aurais lu peut-être. Oui, je vais vous dire, je voudrais pas parce qu'on est presque à la fin de l'émission, on va beaucoup parler de ça, je voudrais que vous nous appeliez, parce que je voudrais pas que la fin de l'émission soit uniquement consacrée à la vaccination. C'est vrai que c'est très important, c'est vrai qu'on ne va pas changer d'avis chacun peut garder et doit garder ses opinions. Après, je crois que ici, nous avons affaire avec des gens qui respectent la liberté des autres, et c'est très bien. Moi, je voudrais juste prendre peut-être un autre auditeur avant... Absolument, merci Sven de nous avoir appelé. Nous sommes avec Rachid qui nous appelle de Nîmes. Bonjour Rachid. Oui, bonjour Rachid. Bonjour. Oui, bonjour. Je me présente, je suis Rachid de Nîmes, donc je suis un fils de harki. Donc je voulais intervenir par rapport aux déclarations du président. Voilà. Donc j'ai vécu 7 ans dans le camp de Saint-Maurice-Ardoise, camp de transit. Ma famille, on y a vécu toute ma famille, et je voulais apporter 2 choses. Bon, déjà, je remercie le président de sa déclaration. Par contre, aucun média, n'a parlé par rapport à la réparation des décisions judiciaires qui sont intervenues pour condamner l'État français aux conditions de vie dans les camps de harki. Il y a la décision du Conseil d'État
en 2018, qui condamne la France à verser une indemnité de 15 000 euros. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Voilà, donc il y a eu déjà ça, plus la Cour administrative appel de Bordeaux en 2019, qui a condamné l'État français à payer 15 000 euros. C'est un peu apparemment... 15 000 euros pour chaque famille, pour chaque... c'est ça pour chaque personne ayant vécu dans les camps. D'accord. Pour vérifier les décisions judiciaires. D'accord. Donc je me suis dit, s'il parle de réparation, il a peut-être oublié de dire aussi que la justice avait déjà condamné la France par rapport aux conditions d'accueil des harkis. La deuxième chose que je voulais dire, par rapport aux conditions d'accueil, bon, moi j'ai vécu dans les camps de transit, je ne reviendrai pas sur les conditions de vie barbelées, etc. Non, je sais. Voilà, par contre, pour finir, moi j'ai un frère qui est décédé en 62 et qu'on a enterré dans un petit bout de terrain militaire, dans le plus grand secret, terrain laissé à l'abandon, et on a découvert ça très récemment. Donc c'est pour ajouter par rapport aux conditions d'accueil de harkis. Je comprends. Voilà la manière dont on a traité les gens qui sont décédés dans ces camps. Merci de votre... Je comprends. Merci Rachid de votre témoignage. Je crois qu'on va revenir en tout cas là-dessus, mais nous on en a parlé toute la première partie comme vous le savez. Et je voudrais dire quelque chose, je voudrais que vraiment je recommande encore une fois le livre de Gaspard Koenig. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose de très joli à une phrase, plutôt que de guillotiner les nobles, faire de chacun un seigneur. Ce livre a ceci de particulier, au-delà de l'expérience, il y aurait beaucoup à dire, c'est d'être maître de soi, d'être sire de soi, comme on disait, d'être vraiment... parce que c'est très important. Après, chacun, on l'a vu sur les vaccins, sur tout le reste, chacun a ses opinions, etc. Mais la liberté commence par la maîtrise de soi, et on ne fait rien sans, je crois. On peut le dire. Oui, tout à fait. Je pense que c'est une méthode stoïcienne qui consiste aussi à prendre du recul sur les événements, à pas se laisser gagner par la colère ou la haine, et que c'est quelque chose qui serait très utile dans notre société aujourd'hui. Et prendre du recul sur les événements, on le fait tous les jours, et on se retrouve demain, André Berkoff et Brigitte Lay, à demain.